Bonsoir à toutes et tous, salut le chat, salut Julot, salut Ishtar, salut Ligo Y, salut Ravenclaw 2200. Il est 18h à Paris, 19h à Beyrouth, 20h à Bagdad, 23h à Hanoï, il est déjà demain à Tokyo. Il est 16h en temps universel, il est surtout l'heure que vous voulez sur Twitch. Bienvenue à toutes et tous. Salut Bébert qui vient de nous rejoindre, salut Sergio aussi. Un petit mot avant de commencer, vous avez toutes et tous vu ce week-end ce qui se passe à Gaza et en Israël. Israël qui riposte au troisième jour de l'offensive surprise lancée par le Hamas palestinien. Offensive comparée par l'État hébreu au 11 septembre 2001, le ministère de la Défense israélien qui annonce le siège de la bande de Gaza, l'approvisionnement en eau qui est coupé dans l'enclave palestinienne. Tout ça, on en a beaucoup parlé sur France Info aujourd'hui. On était en spécial, on en a parlé aussi ce week-end. Nous, sur Twitch, on va en parler demain pendant une bonne grosse heure dans le grand stream du mardi. Ce sera donc demain de midi à 14h. On n'a pas oublié ce sujet hyper important, évidemment. Pour ce soir, je vais vous raconter un peu ma vie. Hier, j'étais avec des copines et je préparais un peu l'émission. Je savais pas trop comment imaginer une sorte d'édito un peu poétique, un truc un peu écrit, un peu sexy, un truc pour amener le problème en le glissant comme ça, comme un courant d'air gentil. Et j'ai imaginé une métaphore filée. Une métaphore filée, c'est une métaphore qu'on déploie sur plusieurs lignes sur un même thème, une sorte de comparaison qui flotte. J'ai imaginé un truc avec un instrument à 10 cordes. Le sujet de ce soir va concerner une femme sur 10, alors je me suis dit que la comparaison n'était pas tout à fait imbécile. Un instrument à 10 cordes qui n'a plus que 9 cordes, ça n'a plus de sens. Ça sonne mal, ça laisse supposer qu'il y a un problème, qu'il y a un loup. Il se trouve que je n'ai pas trouvé d'instrument à 10 cordes, à part la mandole kabyle, mais je doute que vous voyez ce que c'est une mandole kabyle. Moi, je ne sais pas, j'ai peut-être mal cherché, mais je me suis surtout dit qu'exceptionnellement, j'allais me passer de métaphore. Ce soir, on va parler d'endométriose. C'est une maladie qui fait souffrir une femme sur 10 en âge de procréer en France. Et c'est une maladie dont on sait qu'elle existe, mais dont on n'a pas encore reconnu tout à fait que c'était une vraie maladie comme les autres. Pourtant, une femme qui est atteinte de l'endométriose, elle a mal. Elle a même très mal. Et elle doit quand même aller travailler. Et on lui demande presque, pas tout le temps, mais presque, de la fermer parce que dans le fond, ça va peut-être passer. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, donne une définition de l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie chronique associée à des douleurs aiguës et perturbantes au moment des règles, pendant les rapports sexuels et au moment de déféquer, d'uriner. C'est aussi une maladie qui cause des douleurs pelviennes chroniques. Les douleurs pelviennes, ce sont celles qui surviennent dans la région du pelvis ou du bassin avec le bas-ventre et le haut des parties génitales. Et en plus de ces douleurs pelviennes, l'endométriose cause des ballonnements, des nausées, de la fatigue et puis aussi parfois une dépression, de l'angoisse et une infertilité. Pourquoi on en parle ce soir ? On en parle parce que l'endométriose, mercredi dernier, ça faisait l'objet, c'était le 4 octobre dernier, la semaine dernière, d'une proposition de loi du Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, qui vise, je cite, à mieux accompagner les femmes atteintes d'endométriose, qui a été rejetée par les autres députés de la Commission des affaires sociales, notamment par les députés alliés du camp d'Emmanuel Macron. Le texte va être réexaminé jeudi en séance publique à l'Assemblée. Dans ce texte, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a l'idée de donner aux femmes atteintes d'endométriose le statut d'affection longue durée, l'ALD, avec donc à la clé une prise en charge totale par la sécurité sociale et même, pour celles qui le veulent, le statut de travailleuse handicapée. Voilà pour le texte. La gauche, elle s'indigne, non pas parce qu'elle est contre le texte, mais parce que le Rassemblement national, qui s'est souvent prononcé par exemple contre le droit des femmes à recourir à l'IVG, l'IVG c'est l'interruption volontaire de grossesse, eh bien le Rassemblement national n'a fait que reprendre les propositions d'une résolution que la députée LFI Clémentine Autain avait fait adopter à l'unanimité en janvier 2002. Bref, que le RN a un peu copié une idée qui existait déjà et que la défense du droit des femmes, c'est un peu un prétexte. Voilà pour le débat. Ce soir, ce débat, on va le laisser à nos amis les députés. On va s'intéresser plutôt aux femmes. On va parler de médecine, de recherche, de droit du travail. On va parler d'intime, on va parler de corps, de sexualité. On va parler d'endométriose, cette maladie qu'on connaît mal, mais qui touche plein de copines, plein de sœurs, plein de mamans, plein de tantes, plein de voisines d'à côté. Peut-être même vous dans le chat, venez témoigner, venez poser vos questions, venez nous balancer vos pans sur le bec. Ce stream, on le fait ensemble. On a 1 heure pour ça. Et on le fait avec plein d'invités que je vais vous présenter tout de suite. Et c'est promis, on répond à tout le monde. Salut Nawal qui vient de nous rejoindre et salut aussi Camillette. On en parle donc avec 3 invités. Bonjour Marie-Rose Gallès. Bonjour. Marie-Rose, vous êtes une patiente engagée pour l'endométriose. Vous êtes l'autrice du podcast Endométriose, mon amour. Pardon, je bégaye. C'est ça ? C'est ça. J'ai tout bon, il manque quelque chose ? Il manque quelques livres, mais j'en sors un par an, ça va être trop long. On en parlera peut-être tout à l'heure. À votre droite, Frédéric Perrotte, toi, vous êtes coordinatrice sage-femme de Resendo, une association de prise en charge des femmes atteintes d'endométriose. C'est presque ça. Oui. Donc, par contre, le prénom et le nom, ça c'est bon. Oui. Mais je suis coordinatrice de la filière Endo-Sud Île-de-France. Donc, c'est les nouvelles filières qui sont en train de se mettre en place sur toute la France et en Île-de-France aussi. Et Resendo, c'est pas une association. On m'a menti. Ouais, c'est ce qui était le précurseur des filières, si vous voulez. D'accord. Donc voilà, c'est un réseau ville-hôpital. D'accord. Et donc, je suis sage-femme.
Bon, j'avais presque raison. Ouais, presque. Merci Frédéric. À votre gauche, et donc en face de moi, Marie-Agnès Caderby, vous coordonnez l'action en France, en Île-de-France, pardon, d'Endomind, Endomind qui est une association qui agit pour une meilleure connaissance de l'endométriose, pour réduire le délai de diagnostic et améliorer la prise en charge des malades. Et vous êtes par ailleurs dans la vie civile, si je puis dire, responsable d'une salle de sport dans le 4e arrondissement de Paris. Exactement. Alors, c'était pas que sur l'Île-de-France, et aujourd'hui, c'est au niveau national. Mais oui, en fait, je suis responsable filière de soins nationale pour Endomind. J'ai un peu foiré mes fiches, en fait, c'est ça. Mais non, mais ça va, c'était presque ça. On peut faire peut-être un peu de pédagogie avant de commencer le stream. L'endométriose, c'est quoi, mesdames? La première qui répond. Frédéric. Oula. L'endométriose, c'est quoi? C'est une pour maladie... celles et ceux qui n'y connaissent rien. Ouais, je vais faire une maladie bénigne, dont on ne meurt pas, qui ne donne pas de cancer, qui touche les personnes qui ont un utérus, a priori. Donc on dit les femmes en général, mais ce n'est pas forcément les femmes. Et qui n'intéresse pas beaucoup de monde, effectivement, parce que peut-être ça touche les femmes et qu'on ne va pas en mourir d'un cancer. Donc c'est comment on arrive à mieux mobiliser, mieux expliquer pour que les symptômes qui sont hyper invalidants, que vous avez très très bien décrits, finalement on en parle mieux et plus. C'est des cellules de l'endomètre, pour faire simple, qui s'en vont ailleurs, qui vont éventuellement passer par les trompes, qui vont se disperser dans le pelvis, qui peuvent aller en dehors du pelvis, mais c'est un peu plus rare quand même, qui peuvent se mettre aussi à l'intérieur de l'utérus. Donc on va appeler 4 spectres anatomocliniques, c'est-à-dire 4 endroits de grosse localisation qui vont aider à avoir des symptômes associés derrière et qui vont être très différents selon les patientes qui vont être atteintes d'endométriose et qui vont avoir des symptômes qui vont apparaître à chaque cycle. C'est un bon truc pour trouver aussi ça. C'est la recrudescence cataméniale, c'est comme ça qu'on l'appelle. À chaque cycle, j'ai des douleurs qui reviennent. À chaque cycle, j'ai très 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 mal. Je vais aux urgences, je fais des malaises, j'ai des nausées, des vomissements, etc. Après, pour, on va dire, vulgariser un peu, c'est comme une toile d'araignée qui va un peu se disséminer dans le corps d'une femme. Et cette toile d'araignée, elle vit au rythme des cycles. Et elle fait des choses dans le corps. Donc après, ça varie d'une femme à une autre, mais ça peut être des kystes ovariens, des kystes endométriose un peu partout, des nodules. Ça peut vraiment avoir correspondre à plusieurs choses différentes. Et ce que je voulais préciser, c'est qu'il n'y a pas une endométriose, il y a des endométrioses. Ce qui rend hyper complexe la maladie, c'est qu'on n'a pas... on a des symptômes prédominants, mais c'est pas parce qu'on ne les a pas qu'on n'est pas atteinte, ou inversement, c'est pas parce qu'on les a tous qu'on est symptomatique. Donc c'est hyper important de dire que la complexité de la maladie joue en sa défaveur aussi dans ce qui est reconnaissance à tous les niveaux. On va en parler à l'instant de la reconnaissance. Alors déjà dans le chat, il y a pas mal de réactions. Vous aviez dit que ça ne concernait pas que les femmes. Il y a Hollywood qui dit tiens, il n'y a pas que les femmes qui ont un utérus, j'ai appris quelque chose. C'est-à-dire que ça ne concerne pas que l'utérus, c'est ce que vous vouliez dire? Non, c'est juste pour pas faire binaire homme-femme. Voilà, c'était aussi ça. Et il y a quelques cas, mais vraiment encore plus rares que tout le reste, d'hommes avec de l'endométriose. Mais là, voilà, bon, on va faire simple et on va rester aux femmes que l'endométriose. Il y a Raven déjà qui dit qu'après les douleurs, ce ne sont pas que pendant les cycles, car même sans règles, on peut tout de même avoir de l'endométriose. On va peut-être y revenir un petit peu après. Nawal qui dit c'est invalidant chaque mois. Avant peut-être de rentrer dans le dur, on parle d'affection longue durée. Quelqu'un peut peut-être expliquer, il y a 2 listes d'affection longue durée, parce qu'en réalité, c'est déjà reconnu comme affection longue durée, il me semble, en partie. Oui et non. En fait, il y a 2 types d'affections longue durée. Il y a les ALD 30, affections longue durée de la liste 30. Cette liste, elle est définie par décret. Donc, c'est une liste vraiment restreinte avec des maladies qui sont nommées par décret. Et il y a une liste beaucoup plus large qui est l'ALD 31. Et normalement, via cette ALD, qui dans les effets, en fait, produisent exactement les mêmes effets, c'est-à-dire une prise en charge à 100% des soins, est beaucoup plus simple à avoir sur le papier. Aujourd'hui, la problématique, c'est qu'il y a une grande inégalité sur l'attribution de ces ALD sur le territoire. Il y a un grand manque d'information des professionnels de santé dans l'attribution de ces ALD. Et que les critères ne sont pas suffisamment clairs pour que cette ALD soit uniformément attribuée aux femmes sur tout le territoire français. Donc l'ALD 31, oui, c'est équivalent sur la prise en charge 100%.
En revanche, aujourd'hui, Endomind a sorti une étude il n'y a pas très longtemps sur 1175 femmes. Cette étude, elle a mis en évidence les disparités territoriales. Dans certaines régions, il y a 50% des ALD qui sont attribuées et dans d'autres, même pas 5%. Elles sont systématiquement refusées. Et le gouvernement a vraiment, on va dire, a fait une note pour essayer de, on va dire, gommer, faire une réaction, on va dire, à cette étude pour essayer de donner des lignes de travail aux différentes entités qui sont potentiellement engagées dans les ALD, que ce soit les ARS, que ce soit les caisses d'assurance maladie, les mutuelles. Et donc, il y a pas mal de lignes de correction et d'amélioration qui ont été lancées le 28 septembre dernier. Donc maintenant, on attend que ça soit mis en place. Voilà. Il y a Kyle qui dit le fait que les hommes ne soient pas touchés doit probablement expliquer que cette maladie ne soit pas prise en compte. Il y a Raven qui lui répond cher Kyle, je pense que malheureusement tu as raison. Dès que ça touche que les femmes, c'est très souvent minimisé. C'est un peu vrai. C'est l'un des célèbres slogans de l'Endomarche. Si on enlevait autant de couilles qu'on enlève d'utérus, on aurait déjà un traitement. Voilà, je pense qu'une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Heureusement qu'on a les moins d'utérus quand même maintenant. Mais c'est vrai, t'as raison. Est-ce que c'est une maladie évolutive, l'endométriose ? Alors, sur le papier, c'est une maladie qui évolue très lentement. Et après, on ne sait pas quelle femme va évoluer plus que les autres. Et c'est ça qui est difficile. On peut avoir une petite lésion qui va pas tellement évoluer et on peut démarrer avec des grosses lésions. Là, je parle juste des lésions vraiment anatomiques et à l'imagerie pelvienne. Et donc là, pour le coup, on va démarrer avec des choses qui vont être beaucoup plus graves et beaucoup plus potentiellement symptomatiques. Donc, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas qui évolue, on ne sait pas quelle femme va évoluer. Donc ça, c'est compliqué. Ce qu'on sait, c'est qu'on n'a pas quelque chose de tout petit qui va devenir très, très, très grand dans 10 ans. Oui, mais c'est aussi dû au fait qu'il n'y a jamais eu trop de budget attribué à la recherche pour cette maladie, ce qui rend encore plus difficile sa compréhension. Je sais que dans le cadre de la stratégie nationale, il y a eu une vraie volonté d'attribuer un budget à la recherche autour de l'endométriose. Ça a été rappelé le 28 septembre dernier. Je ne sais plus, c'est quelques millions. Je ne vais pas dire de bêtises, mais ça se chiffre en millions d'euros pour essayer de comprendre. Parce qu'en fait, la problématique de fond, c'est que tant qu'on ne comprend pas, on ne peut pas traiter, on ne peut pas avancer. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas qui, on ne sait pas à quel âge. Enfin, il y a beaucoup de questions, il y a pas mal de pistes de recherche, mais aujourd'hui, le fait de ne pas la comprendre fait qu'on a du mal déjà à la prendre en charge, à pouvoir après avoir des prises en charge et des parcours de soins, on va dire, coordonnés. On essaye de compenser en faisant une espèce de patchwork de petites choses, mais finalement, on n'en guérit pas, on n'a pas de solution aujourd'hui, et ça, c'est important de le rappeler, on ne guérit pas de l'endométriose. C'est la question que j'allais vous poser, Voilà. On ne peut pas guérir de l'endométriose. Non, c'est une maladie chronique, on n'en guérit pas. Donc voilà. On ne peut pas en guérir, on peut toutefois établir un diagnostic. Comment on établit un diagnostic de l'endométriose ? Comment on établit déjà en croyant. Faire un peu de pédagogie ce soir. Ouais, il faut croire les douleurs des femmes. Déjà, ça fait un diagnostic assez simple et rapide. On vous pose les bonnes questions. Vous avez des douleurs de règles. Elles sont cotées à combien ? Vous n'allez pas à l'école, vous n'allez pas au travail. Vous prenez beaucoup de médicaments. Vous mettez beaucoup de bouillotte qui vous brûle le ventre. Vous voyez, c'est pas normal tout ça. Les douleurs de règles, c'est pas normal. On loupe pas l'école quand on a. C'est pas juste pour pas avoir le cours de maths. C'est plus compliqué que ça. Donc les symptômes, on les écoute et on croit les femmes. Ensuite, après, on peut largement démarrer un traitement qui soit médicamenteux ou pas. Et puis après, on peut faire une imagerie. Alors, ce qui est dans les recommandations de la HAS, c'est plutôt de faire une imagerie. La HAS, c'est la Haute Autorité de Santé. Oui, merci. Une imagerie abdominopelvienne et endovaginale. Pourquoi ? Parce que la plupart des lésions sont en arrière. Donc, si vous faites une échographie sur le ventre, vous ne voyez pas bien ce qui se passe derrière. C'est pour ça que l'échographie endovaginale va permettre d'aller voir les lésions qui vont être en arrière du col de l'utérus. C'est pour ça que c'est très important. Et il faut savoir faire une échographie. Parce que, évidemment, que ça, c'est très dur. C'est franchement très dur à diagnostiquer à l'imagerie. C'est pas du tout évident. Donc, c'est pas parce que les gens sont mauvais, c'est parce qu'il faut apprendre et que c'est pas facile d'apprendre cette imagerie. Les patientes qui sont vierges, c'est-à-dire pas de rapport sexuel, on va faire une IRM. Mais dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé, l'échographie, quand on sait bien la faire, ça pose le diagnostic. Mais ce n'est pas l'urgence. L'urgence, c'est d'écouter les symptômes et d'accompagner la patiente.
Après, la problématique de l'échographie, comme Frédéric vient de le dire, c'est que très peu de personnes, très peu de professionnels de santé sont formés à la lecture de ces échographies. Donc il y a beaucoup de professionnels de santé qui passent à côté des endométrioses, justement parce qu'ils ne savent pas la diagnostiquer par échographie. Et il y a un deuxième problème aussi, c'est en général les patientes atteintes d'endométriose sont douloureuses. Donc une échographie endovaginale, c'est parfois impossible, étant donné qu'un des symptômes, c'est quand même aussi les douleurs pendant les rapports sexuels, donc pénétration, etc. Donc ça peut aussi rendre l'examen assez stressant et douloureux pour la patiente. Donc oui, la HAS, elle va dire échographie endovaginale. Moi, dans mon cas particulier, il a été impossible. On a dû passer par une IRM parce que c'était impossible pour moi de faire une échographie endovaginale. Oui, parce que pour ceux qui nous écoutent, endovaginal, ça veut dire concrètement une sonde échographique à l'intérieur du vagin. Parce que endovaginal, c'est un peu quand nous on est dedans. Oui, voilà. Ce qui veut dire ça. Et effectivement, des fois, c'est pas possible. Et puis aussi, tout simplement, on a le droit de dire non pour X raisons. On n'a pas à se justifier notre corps, notre choix. Mais voilà, l'idée, c'est au moins d'avoir une imagerie pour avoir un début de quelque chose. Les professionnels de santé le proposent spontanément. Il y a Raven qui dit c'est un diagnostic simple, mais beaucoup de professionnels de santé ne veulent pas jouer la simplicité. Bon, c'est pas si simple que ça. Sur l'imagerie, c'est pas simple. Non, la suspicion, en tout cas, elle peut être simple si on pose les bonnes questions et si on croit les symptômes des patientes. Ça, oui. Mais après, sur l'imagerie, non, c'est plus compliqué que ça. Non, et puis après, des fois, ça se voit pas à l'imagerie, tout simplement. Quand on parle avec des chirurgiens, oui, c'est pas du tout comme le cancer où, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui commencent de bonne volonté à vouloir faire de la chirurgie d'endométriose et qui très vite, en fait, finissent par abandonner pour le cancer parce que moi, c'est ce qu'ils me disent tous. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Alors, comment ça s'est passé peut-être pour vous? C'est que les chirurgiens, quand je les rencontre en tant que patiente militante, ils me disent, le cancer, on a une image, on sait que la tumeur, elle est là, on ouvre, on la retrouve, on l'enlève, on referme. L'endométriose, des fois, c'est là, c'est pas là. On pousse un organe avec le scalpel, bim, on en trouve 3 nodules de plus qu'on avait vu nulle part. Surprise. Et du coup, très souvent, on prévoit 3 heures d'opération, au final, ça en fait 5. On prévoit 5 heures, au final, ça en fait 8. Entre-temps, vous avez un interne qui s'évanouit. Non, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Donc, c'est ça aussi, c'est quand même une maladie qui est quand même beaucoup plus intelligente que nous et qu'il ne faut jamais sous-estimer. Il y a donc on peut établir un diagnostic. Ça prend combien de temps de le poser, ce diagnostic? Ça dépend de la bonne volonté du médecin. Moi, c'est ce que j'ai lu en préparant le stream. C'est qu'on faisait état d'un retard diagnostique quasi systématique qui est en moyenne de 7 ans. 10 ans déjà, plus que 7. Mais peut-être que ça a baissé un peu. Ils aiment bien dire 7. Mais c'est beaucoup. En fait, 7 ans, donc 10 ans, donc plutôt 10 ans. Oui, 10 ans, c'est énorme pour poser un diagnostic. Oui, mais en fait, quand vous regardez de manière générale les études qui sont faites sur la santé des femmes, mais au niveau international, sur des grosses cohortes et tout, de manière générale, les femmes sont diagnostiquées plus tard que les hommes. Parce que la femme est pathologique, parce que la femme, de toute façon, ouin-ouin tout le temps, elle pleurniche tout le temps, puis elle a toujours mal quelque part. Elle a tout le temps mal. Donc, de manière générale, les diagnostics sont posés plus tard chez les femmes. Et donc là, en plus, comme on est sur une maladie de bonne femme, c'est un peu la combo gagnante. C'est ce que vous avez vécu, vous? Moi, 15 ans, ouais. Moi, 17. Ouais. Voilà. Et c'est des choses un peu... c'est des choses qu'on vous a dites que c'était un truc de bonne femme, clairement. Alors moi j'ai eu le droit, parce que malheureusement la psychanalyse a massacré la médecine française pendant un bon temps, au dépit de la science. Donc moi j'ai eu le droit à peu près tout en fait vous avez peur des pénis. Alors non, j'ai peur d'un braqueur de banque, mais j'ai jamais vu un pénis braquer une banque en fait, ou être terroriste, ou alors j'ai loupé une info. J'ai eu le droit à non mais c'est un refus de votre féminité, de maternité, du volonté de maternité, ou alors en fait non, le kiss qui a rompu, c'est une grossesse que vous avez occultée, d'un viol que vous avez occulté, ça fait beaucoup d'occultation quand même au bout d'un moment. Non, la psychanalyse qui a bien infiltré la médecine française, c'est un pur plaisir et ça n'a pas aidé. Mais après, c'est un peu général malheureusement. Si vous voulez, c'est très esprit humain. Quand on n'a pas de réponse, on les invente, du moins on se les imagine. Et dans mon deuxième livre, j'avais fait des recherches à l'étranger. Alors,
eux, c'est pas des théories tirées de la psychanalyse, mais en fait, finalement, chaque pays a un petit peu sa petite mythologie. Alors, par autour exemple, c'est d'endométriose. intéressant. Alors en Inde, ça va être l'idée que comme si la femme la femme décide de faire des études, qu'elle repousse le mariage, quelque part elle est un peu punie pour pas être à son rôle de femme. On a une idée un petit peu similaire dans les pays protestants. Quand la femme est carriériste, en fait, il y avait une théorie d'une psychanalyse américaine dans les années 70. Si une femme fait carrière, c'est sa punition divine, en fait. Bim, elle a de l'endométriose. Il y a Raven qui dit moi, on m'a dit que c'était ça d'être une femme et qu'il fallait souffrir pour passer d'enfant à femme. Mais de toute façon, moi, dans mon cas, ce qui m'avait le plus choqué, je pense, de tout mon parcours, c'est quand j'étais adolescente au lycée. Et à chaque fois que j'interviens, j'en parle de cette infirmière scolaire parce qu'elle m'a marquée. Donc si elle me voit, coucou Salut. madame, merci beaucoup d'avoir gâché ma vie. Donc, Je suis sûr qu'elle nous écoute pas. Bah non, je pense pas. Il y a que des gens bien ici. Et en fait, il s'avère que tous les mois, quand j'avais mes règles, je finissais à l'infirmerie scolaire systématiquement parce que je m'évanouissais, je vomissais, j'étais pas bien, je pouvais pas suivre les cours. Enfin, un peu typique des femmes atteintes d'endométriose. Et quand j'atterrissais en fait à l'infirmerie, alors sa phrase c'était ma cocotte, il va falloir prendre sur toi parce que tu vas les avoir jusqu'à ta ménopause. J'avais 15 ans, 14-15 ans et je me disais, c'est quand la ménopause? Parce que si c'est dans beaucoup de temps, je sais pas si je vais tenir, quoi. Et donc, c'était ça. Et puis, c'était, t'es fragile, t'es douillette, faut que tu prennes sur toi. C'était la phrase qui revient, je pense, assez... Prends sur toi. Prends sur toi. Prends sur toi, toutes les femmes ont leurs règles. Si tout le monde était dans ton état, mais vraiment, ça serait une catastrophe. Donc, c'est toi le problème. Et voilà. Et après, pareil, médecin de famille. Tu vas chez le médecin de famille, t'as 14 ans. En plus, c'est mon père qui m'accompagnait. Papa, je t'aime. Parce que c'était assez rare à l'époque d'avoir un papa qui accompagnait sa jeune fille chez le médecin pour des problématiques de règles. Et le médecin de famille, ça a été on va la mettre sous pilule. Donc moi, j'ai commencé la pilule à 13 ans. Et j'avais un peu moins mal. Mais ce qui fait que ça a aussi retardé le diagnostic. Parce que c'est le jour où j'ai arrêté la pilule pour vouloir avoir un enfant que je me suis rendu compte que j'avais très, 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 très mal. Et c'est à ce moment-là où j'ai fait des recherches et que j'ai trouvé que je me suis auto-diagnostiquée, parce que bien entendu, j'ai vu un nombre incalculable de gynécologues et de médecins pendant presque 15 ans, et qu'aucun ne m'a fait passer ni d'échographie, ni d'IRM. Vous avez mal? Ok, on va vous donner des antidouleurs. On va vous mettre sur pilule en continu. Et voilà. Et après, ça a été 3 ans d'opération non-stop. Voilà. Pour au final, pas de grossesse, pas d'enfant. Donc voilà. Et ça, l'autodiagnostic dans l'endométriose, vaste sujet aussi. Moi, j'adore quand on me dit qui c'est qui t'a diagnostiqué. Moi. Docteur Google. Moi, c'était Facebook. Voilà. Et c'est terrible parce qu'en fait, donc on est à moitié mourante. Moi, je me souviens, donc j'avais la bouillotte là, le PC entre les seins et la bouillotte, à chercher d'où venait ce bazar, parce que j'étais alitée pendant des mois et les médecins me disaient, c'est pas quoi faire. Moi, je reste pas au lit, les gars. Hein. 26 ans, je passe pas ma vie allongée. Et du coup, quand on finit enfin par comprendre et d'aller frapper aux portes, il y a vous êtes allé chercher sur Internet? En fait, si tu veux... Je n'ai pas trouvé ma réponse. Surtout, en fait, tu peux pas me reprocher d'avoir cet instinct de survie, en fait. Cet instinct de vouloir vivre, de vouloir sortir de mon lit. Et c'est assez cruel parce qu'on a dépensé de l'énergie et de l'argent, parce que le nombre de médecins que j'ai payés pour m'entendre dire que j'étais folle, j'avais l'impression d'être chez une maîtresse SM. Non mais c'est ça, on paye pour prendre des coups, c'est génial. Le latex est remplacé par la blouse blanche, mais l'idée est là. Et donc on dépense de l'argent, on dépense de l'énergie pour faire le travail à la place du médecin, et on est là, t'as fait mon travail. Ouais, j'aurais aimé que tu le fasses avant, gars, en fait. Ça aurait été cool. Dans votre podcast, Marie-Rose, vous parlez pas mal d'intimité, de vie sexuelle, de sexualité, parce que ça compte dans la vie quand même, et que ça n'est pas forcément tout à fait aussi facile quand on souffre d'endométriose. C'est ça, c'est qu'on peut avoir des douleurs quand on a des rapports. Donc ça peut être généralement, en fait, on va avoir 2 types de douleurs. Soit la pénétration, mais alors c'est souvent ressenti en fait au fond du vagin. Donc du coup, on a mal dans le bas-ventre, ou après orgasme, ce qui est super cruel. On est là encore complètement shooté aux drogues naturelles. Et là, bim, bouillotte, au secours. La nature n'est pas très élégante, effectivement. Voilà. Donc c'est 2 types de douleurs qu'on va retrouver le plus souvent. Et c'est vrai que moi, quand je commençais à poser des questions sur OK, il y a une solution, non, méditer,
ouais, ça fera pas de mal, hein, en fait, en soi, mais je pense pas que ce soit la solution. Enfin, voilà, des choses comme ça. Et finalement, oui, j'ai creusé la question dans mon premier livre, mais qui est aussi le premier au monde endo et sexo à parler du sujet, de pourquoi on souffre quand on a de l'endométriose pendant les rapports, et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour ça. Mais ça a été à la croix et la bannière. J'ai fait des recherches aux 4 coins du monde pour aller piquer un paragraphe ici et là pour réussir à vraiment dessiner le tableau de ces douleurs. Et donc la réponse à ces deux questions qui sont intéressantes, qui intéresseront nos viewers. Ah bah alors, en fonction du type de douleur, on va pas avoir les mêmes solutions. Mais par exemple, pour tout ce qui est douleur à la pénétration, comme ça aide souvent dans tout ce qui est position pénétration profonde, donc déjà on peut jouer sur la position. Il y a aussi des petites astuces. Alors quand je dis ça fait super étrange, mais ouais, c'est un peu comme des gaines pour pénis qui se mettent à la base du pénis et qui s'empilent comme des Legos. Dit comme ça fait super étrange, mais en fait ça fait un peu airbag. Déjà ça limite la profondeur de la pénétration, et c'est comme c'est en espèce ça doit être en latex, mais j'ai dit espèce de caoutchouc. Ça amortit. C'est ça. Et en fait, du coup, ça évite d'aller appuyer sur les lésions, sur les zones qui sont douloureuses. Et en plus de ça, pour le compagnon, parce qu'il y en a aussi très souvent qui, du coup, vont se mettre à culpabiliser en mode non, mais je te touche plus. À chaque fois, j'ai l'impression d'être un bourreau. Je te fais mal. Ce qui est assez terrible. On n'a pas envie d'être un bourreau dans sa vie intime, ou alors allez voir un psy, s'il vous plaît. Mais du coup, ça permet aussi de déculpabiliser, d'enlever du stress aussi au partenaire, ce qui est pas mal. Pardon, je bégaye ce soir. L'endométriose, ça cause aussi 30% d'infertilité. Il y a 30% des femmes atteintes par la maladie qui ont des problèmes d'infertilité. 40. Mes chiffres sont pas bons. Non. Alors c'est 40%. Alors vous pouvez expliquer ? 40%. Oui, après, je veux juste rassurer tout le monde parce que ça revient souvent comme sujet. C'est une hypofertilité, c'est pas de l'infertilité. Ça veut dire que C'était le sens de ma question. Voilà, 40% des femmes vont avoir des difficultés à procréer. Voilà. Mais dans ces 40%, pas toutes vont devoir faire de la PMA, pas toutes auront besoin de faire une fécondation in vitro ou une insémination ou autre. Elles auront juste besoin d'accompagnement, c'est tout. Et dans ces 40%, je crois qu'il y en a moins de 10%. Ou même 5, je pense, qui auront vraiment énormément de difficultés ou pourront pas avoir d'enfants. Donc, déjà, ça fait 10% des femmes. Sur ces 10%, 40%. Sur ces 40%, 5 à 10%. Donc, rassurez-vous, l'endométriose n'est pas égale à stérilité. Alors ouais, je pense que c'est important aussi de faire un message de prévention, parce que j'en parlais effectivement dans le dernier épisode de mon podcast. Moi, il y a 18 mois, j'ai reçu un appel d'un médecin avec qui je travaille depuis longtemps, qui me dit, qui travaille en centre IVG, et qui me dit catastrophe depuis quelques années, à force de parler de l'endométriose, mais enfin, les gens confondent souvent vulgarisation et désinformation, et c'est là que ça devient casse-gueule. Et elle me dit, on a une explosion d'endométriosique et de SOPK aussi d'ailleurs, qui débarque en IVG parce que on leur a tellement dit que l'endométriose rendait stérile qu'elles n'ont pas pris de contraception. Et du coup, grossesse qui arrive au mauvais moment pour X raisons. Voilà, on a toutes les raisons du monde. Quand on fait un IVG, nos raisons nous appartiennent. Mais du coup, je pense que c'est important effectivement de rappeler que l'endométriose ne rend pas stérile, et qu'il est important, quand on va voir son médecin, de parler de sa position vis-à-vis d'un projet éventuel de bébé. Donc si on n'en veut pas, contraception. Si on n'en veut pas tout de suite, préservation d'ovocytes. Et si on en veut là tout de suite, mais qu'on voit que ça ne marche pas, éventuellement PMA. Mais vraiment, je pense qu'il faut vraiment aborder clairement ce sujet pour avoir la solution la plus adaptée. Mais encore une fois, l'endométriose ne rend pas stérile, et c'est pas une contraception. Mais ça provoque des accouchements qui sont peut-être plus douloureux. Non, c'est pas prouvé. C'est ce que j'ai lu. Non, a priori, il n'y a pas d'études qui montrent ça. On ne propose pas aux patientes d'aller accoucher dans des structures plus médicalisées quand les femmes ont l'endométriose. Non, a priori, ça, au moins de ce côté-là, c'est plutôt... Alors, donc, idée reçue. Deuxième idée reçue, Marie-Agnès, vous êtes responsable d'une salle de sport, donc à Paris. L'endométriose et le sport, donc c'est parfaitement compatible. Complètement. Je tiens à rassurer. Non, après, ce que je dis, c'est que le sport, de manière générale, l'hygiène de vie et le sport contribuent à un bien-être physique et psychique. Voilà. Dans cette hygiène de vie, il y a la façon dont on s'alimente, la façon dont on bouge son corps. L'inflammation, elle vient souvent du fait que les tissus ne bougent pas. Donc, le fait de bouger les tissus, ça permet aussi, parce que quand vous allez chez la kiné ou si vous allez chez l'ostéo, il vous fait bouger. Il va aller travailler sur vos tissus ou sur votre squelette, bon, peu importe. Le sport, au-delà du fait que ça va vous faire bouger, ça permet aussi de sécréter des hormones
des hormones de bien-être. Il faut savoir que quand on est atteint d'endométriose et qu'on a mal, on n'est pas que mal physiquement. Moi, j'ai traversé des années de dépression silencieuse due à ça, parce que pas écoutée, pas comprise, la sensation d'être un ovni et juste de surtout se taire et de prendre sur soi. Ça a vraiment été la phrase. Le sport, après, le seul bémol que je vais donner par rapport au sport, c'est une activité adaptée au moment, à la forme du moment, à l'envie. En fait, il faut que les femmes s'écoutent, il faut qu'elles fassent des choses pour elles. Le but, en fait, le facteur numéro 1, on va dire, de l'inflammation et de la douleur, c'est la sédentarité. Ne pas Ok. bouger. Et surtout, le message, il vient du cerveau, enfin, ça vient de là. Donc, en fait, je dis toujours aux gens, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, faites une activité qui vous procure du plaisir. Vous allez sécréter des bonnes hormones, ça va vous mettre bien. Alors, c'est pas la solution magique, ce n'est pas un antidouleur, mais ça participe activement à une amélioration de la qualité de vie. Ce n'est pas pour toutes les femmes atteintes d'endométriose, parce que personnellement, moi, il y a 5 ans, on m'aurait dit... en plein parcours PMA, avec une endométriose qui flambe, va faire de la boxe. J'aurais dit, ok, j'arrive pas à me lever de mon lit, donc t'es bien gentille ma cocotte, mais tes conseils, tu peux te les garder. Donc voilà, mais c'était juste pour dire, se faire accompagner, faire une activité adaptée. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui sont atteintes d'endométriose, pour le coup, en coaching, mais parce qu'en fait, je sais. Donc... on se comprend dans la prise en charge, aujourd'hui, petite forme, on va faire un peu plus de yoga, un peu plus de stretching, un peu plus de mobilité. Je vais essayer de poser mes mains sur certaines zones de ton corps, juste pour te faire du bien, etc. Et après, un autre jour, ça va, on y va, on va décharger. Moi, je sais que la boxe, ça a été une grande thérapie pour moi. C'était complètement déconseillé par les médecins. Dans mon cas, on m'a dit fais du yoga, fais du pilates, fais du stretching. Donc c'est super. Je suis prof de yoga, donc je n'ai rien contre ces activités. Je trouve ça génial. En revanche, moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est la boxe. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une espèce de colère silencieuse qu'il fallait à un moment donné évacuer et que vraiment taper dans un sac, ça m'a vraiment libérée. Donc, c'est une activité assez intense et pour le coup, ça me correspond personnellement. Ça ne veut pas dire que ça correspond à tout le monde, mais faites ce qui vous plaît. Moi, si j'avais écouté les médecins, j'aurais fait du pilates et du yoga. J'aurais jamais fait de boxe thaïlandaise, je serais jamais partie en Thaïlande, j'aurais jamais fait tout ça. Voilà. Donc, écoutez-vous, faites-vous du bien. Oui, je voudrais apporter une petite nuance. J'ai l'impression que les professionnels de santé sont tous mauvais, qui n'écoutent On n'a pas dit pas. ça. Non, mais j'en profite puisque c'est ma posture. Et donc, oui, bien sûr que d'abord, on travaille dessus. On n'est pas, voilà, on voit bien que on a des choses à apprendre, des choses à faire, des choses à discuter avec les patients concernés, parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi les choses. Hein. Donc, on bosse pour ça, on essaye de faire le mieux possible et de mieux en mieux, et que les filières, ce qu'on est en train de créer, justement aussi, la recherche, tout ça, c'est fait pour que ça avance et que ça aille dans le bon sens. Mais c'est très vrai que de ne pas croire les femmes dans leur douleur, hein, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, hein, sans aucun doute, et que, c'est vrai, hein, si ça avait été des hommes qui avaient l'endométriose, on n'en serait certainement pas là aujourd'hui. Ce qui est, une fois qu'on l'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut écouter les femmes, il faut proposer des solutions, et c'est elles qui trouvent les solutions. Hein. C'est pas le professionnel de santé qui va dire qu'il faut faire du yoga. Surtout si elle n'a pas envie de faire du yoga, ça marche pas, à la preuve. Donc en fait, il faut trouver la boîte à outils qui va convenir à chaque patient, qui n'est pas celle de la voisine et celle de la voisine d'à côté non plus. Donc c'est comment j'écoute, comment je donne des billes, comment j'explique les mécanismes pour qu'en face, on comprenne pourquoi tel truc fonctionne pas, parce qu'effectivement, tout ne fonctionne pas à un certain moment de la douleur. Comment fonctionne la douleur? C'est hyper compliqué, le fonctionnement de la douleur. Hein. J'ai pas juste mal et puis je fais ça et hop, ça va mieux. Ça marche pas comme ça, ce serait trop simple. Plus on a mal, plus on va avoir mal. Plus on déprime, plus on va déprimer. Oui, parce qu'il y a une hypersensibilité en fait. Exactement. Le fait d'être douloureuse, ça rend hypersensible à la douleur. Et en fait, une femme qui atteint d'endométriose, elle va être beaucoup plus réceptive au message et elle va avoir un ressenti qui sera plus élevé que quelqu'un qui va avoir mal une fois de temps en temps. Et ce dont on parle moins, c'est l'impact sur la vie sociale et sur la santé mentale.
parce que je trouve qu'on parle beaucoup des symptômes physiques et pas assez de l'impact. Des symptômes psychologiques. Surtout la conséquence psychologique d'avoir mal tout le temps. Moi, je disais, la douleur, ça rend fou. Moi, je sais, quand je souffrais, j'avais envie de mourir. Et moi, je veux le dire, c'est pas une petite douleur, c'est une douleur très violente. En tout cas, je parle pour moi, hein, parce que chacune a vraiment son échelle de douleur. Mais quand on a mal comme ça, moi, personnellement, j'avais qu'une envie, c'était mourir. Parce que je me dis, je ne peux pas vivre comme ça encore 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ça m'empêchait de me projeter. Et à aucun moment de mon parcours médical et de ma prise en charge médicale, on m'a demandé comment j'allais. À aucun moment, on m'a demandé comment je me sentais. À aucun moment, on m'a demandé si je vivais bien le fait de ne pas avoir d'enfant ou de plus pouvoir. On m'a jamais posé de questions si j'allais bien. Et ça, je trouve que laisser le côté mental, la santé mentale de côté, c'est une grosse erreur. Parce que, à contrario, 3-4 ans après, maintenant que je me suis prise en charge, j'ai pris le contrôle de ma vie, de mon corps, de ma tête. En fait, ma tête va bien, mon corps va bien. Alors, je dis pas que tout le monde pourra être dans cet état-là, et je le souhaite à tout le monde, mais c'est pas dit. Mais aujourd'hui, je vois bien que le fait d'être bien dans ma tête, ça me rend bien dans mon corps. Et d'être confiante dans ma tête, ça permet aussi de pas appréhender mes crises, de mieux les gérer. Et de savoir, d'écouter mon corps et de savoir m'adapter. Et je trouve ça hyper important de ne pas mettre la santé mentale de côté. C'est très important. Marie-Rose Gallès. Oui, effectivement, je vais reprendre parce que tout se tient de toute façon. La douleur, c'est quelque chose de très complexe, effectivement, c'est de la neurologie, c'est pas simple. Et quand on est douloureux chronique, c'est pas comme une douleur... Voilà, on va avoir une migraine sur une journée. Quand on passe 3 mois de douleur continue, en fait, il faut savoir que les nerfs, le cerveau commence à être impacté, en fait. Les nerfs commencent à être plus sensibles. En plus, plus on reçoit de messages de douleur aussi, plus ça devient compliqué parce qu'en fait... plus on y est sensible aussi, je crois. En fait, les nerfs, c'est ce qui vont ramener de l'ensemble de votre corps le message de douleur à votre cerveau via la moelle épinière par des impulsions électriques. Mais quand vous mettez à avoir mal beaucoup de messages de douleur, en fait, on va arriver à un stade où vous allez même avoir des messages électriques qui vont passer d'un nerf à l'autre dans la colonne vertébrale. Donc, vous mettez à développer des douleurs projetées, c'est-à-dire quand le message de votre cerveau arrive, on va vous dire vous avez mal à tel endroit. Alors, vous n'avez rien à tel endroit, mais c'est le message de douleur qui est sauté d'un nerf à l'autre. Donc, ça devient, vous dites, je deviens folle, pour le coup, ça y est. Il faut savoir aussi qu'on a mesuré par IRM que en fait, après 3 mois de douleur non-stop, ça commence à impacter le cerveau, en fait. Et bien, pas n'importe quelle zone, mais dans la zone de la personnalité. Donc moi, par exemple, je me souviens de cette époque où on disait que Enora Malagré perdait pied, qu'elle devenait folle. Et pendant ce temps-là, moi, en fait, je faisais mes recherches pour mon 2e livre et je me disais, mais non, en fait, c'est juste quelqu'un qui, à force de souffrir, finit quand même par voilà, être très impacté. Et effectivement, la santé mentale, c'est très important de la prendre en compte, surtout que... Alors, c'est vrai que nous, on est d'une autre génération. Heureusement, on a bien travaillé parce que la nouvelle génération, quand je leur dis faut prendre soin de son mental parce que c'est pas toujours facile le parcours, ils me disent ah bon? Oh non, parce que moi je dis que j'ai mal au ventre, j'ai le diagnostic, j'ai le traitement, ça va. That's great, super. Mais c'est vrai que notre génération, non mais comme quoi on a bien travaillé. C'est bien, ça avance. Mais c'est vrai que notre génération, on a pris aussi cher pendant le parcours médical. On est quand même un certain nombre à avoir vécu du stress post-traumatique à force d'avoir vécu des violences gynécologiques. Et ça, faut pas rester comme ça, quoi. Il faut, pour le coup, là on en guérit, donc faut demander de l'aide. Il y a Raven dans le chat qui dit c'est une catastrophe. La preuve, c'est que la parole se libère de plus en plus. Il y a Nawal qui nous dit moi je pense fort à toutes les très jeunes ados filles livrées à elles-mêmes sans savoir ce qu'elles ont. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? Et on avait Petit Papier de Betty qui dit j'ai envie de partager une pensée pour les hommes qui soutiennent et qui restent, et à mon fabuleux mari en particulier. Bravo à lui. Bravo. Bravo. Parce que ça peut ruiner un couple, l'endométriose. Ah bah oui. Oui, puis il y a le sujet des aidants. D'ailleurs, on a fêté la journée des aidants il y a quelques jours. Être aidant, c'est pas facile. Hein. C'est toutes ces personnes qui sont dans le quotidien. Alors, on en parle souvent dans la maladie d'Alzheimer, mais qui sont là dans le quotidien des malades et qui, quelque part, vivent la maladie avec, même si c'est pas dans leur chair, qui vivent aussi le parcours médical avec. Et c'est un rôle qui est pas simple, mais j'en parlerai dans mon prochain épisode. Après, par rapport aux aidants, je pense que ça vient... c'est assez représentatif de la désinformation et du manque d'information en général sur cette maladie. Moi, je vais prendre mon exemple. J'étais mariée.
on a fait un parcours PMA pour faire des fécondations in vitro parce que je n'avais plus de trompe due à l'endométriose et donc plus de possibilité de tomber enceinte naturellement. Et donc on est parti directement en FIV. Mon conjoint de l'époque, personne ne lui a jamais expliqué ce que c'était. Lui, il avait juste mon ressenti, j'ai mal, là ce soir je peux pas, j'ai mal, etc. Donc voilà. Et après, il faut savoir que mon diagnostic, il a été posé une dizaine d'années après qu'on se soit connus. Et pendant ces 10 ans, nos rapports étaient à peu près normaux parce que je ne disais rien. Et en fait, le fait de poser un diagnostic, ça m'a aussi légitimé dans ma parole, etc. Et j'ai commencé à dire non, parce qu'en fait, j'ai compris que c'était pas normal. Et lui n'a pas compris. Mais il n'y a pas eu un professionnel de santé, ou même pendant le parcours de procréation médicalement assistée, qui même s'est posé la question de comment lui allait par rapport à ça. Parce que oui... c'est chez moi qu'on transférait les embryons et qu'on ponctionnait, etc. Et on me disait souvent, oui, mais c'est vous la malade, c'est vous la malade. Oui, mais en fait, ma vie, c'est pas moi toute seule, en fait. C'est moi, mon mari, nos familles, mes collègues, mon travail, mes activités. Et je suis pas seule au monde. Et c'est vrai que je pense que si à l'époque, on avait pu échanger, et même lui aussi décharger les choses avec une tierce personne, ça aurait potentiellement pu éviter, je pense, l'échec du couple et aussi du protocole parce que c'est beaucoup d'anxiété, de stress, de désillusion, de tristesse. Voilà. Donc, et je trouve qu'on est trop considéré comme, en tout cas à l'époque, t'es trop considéré juste comme un corps. Et ça, avec le recul, je me suis rendu compte que j'étais juste un corps et que j'étais en plus complètement déconnectée. C'est-à-dire que ça aussi, le fait d'être manipulé par différentes personnes, de passer de main en main, on a l'impression d'être une carcasse de voiture. En fait, moi, je n'arrivais plus à remettre de l'émotion sur la relation amoureuse et sur la relation sexuelle parce que pour moi, mon appareil génital était devenu un objet de science. Et que de toute façon, quand j'expliquais à mon ex-mari, en fait, je n'arrive pas à reconnecter comme ça. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas me faire coniser le col le matin pour un problème de papillomavirus et le soir de dire waouh, super, viens, on va faire une super partie de jambes en l'air. Ce n'était pas possible. Et pour me protéger et me préserver psychologiquement, j'avais coupé le lien. C'est ça. C'est ce que j'appelle un peu le syndrome de la tête flottante, aussi bien des douleurs que le fait que, quelque part, c'est quelque chose qui revient souvent, mais c'est l'impression qu'on se fait arracher son sexe par le corps médical. Et du coup, on se coupe un peu pour survivre, pour oublier la douleur, pour oublier tout ce qu'on a vécu à l'hôpital. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai dans mon livre, mais comment faire des folies de son corps quand on est déconnecté de son corps ? C'est ça, en fait. C'est que avant même d'envisager... en fait, il faut aussi se rappeler que en fait, ce corps, il devient tellement soit objet de science, soit synonyme de douleur, que déjà, il faut se rappeler qu'en fait, ça peut procurer du plaisir ou même juste de la douceur, en fait. Il y a vraiment une réappropriation. Moi, j'explique dans mon livre que j'ai commencé par me réapproprier mon corps, mais un truc très bête, c'est-à-dire que je me mettais de la crème sur les mains et sur les pieds, et j'étais là, waouh, c'est mon corps, c'est moi, en fait. Et c'est doux, et c'est agréable, et pour une fois, c'est pas de la souffrance. Mais c'est vrai que ça peut paraître dingue, mais on en arrive à ce stade, quoi. Il y a Adadi qui nous a rejoint. Salut Adadi. Il y a Kael qui dit qu'il faudrait proposer une prise en charge psy en parallèle, du coup. Probablement que oui. Vous parliez du couple, vivre, c'est vivre, alors peut-être en couple, c'est aussi vivre au travail souvent. L'endométriose et le travail, c'est compliqué, il me semble. Très, mais après, par rapport à ça, il faut savoir qu'il y a des choses qui ont changé. Bah oui, en fait, il y a des choses qui existent déjà. Il faut savoir que dans l'étude qu'on a menée dernièrement sur les ALD, il y avait plus de 35% des femmes qui avaient été interrogées qui n'étaient même pas au courant qu'elles pouvaient avoir une ALD 31 pour leur pathologie. Il faut vous réexpliquer peut-être ce qu'est une ALD 31 pour ceux qui nous rejoignent. C'est l'affection longue durée. Donc la conséquence, c'est juste une prise en charge des frais médicaux liés à l'affection. Mais à côté de ça, il y a plein de choses. Il y a aussi la reconnaissance RQTH qui est importante, qui peut être demandée au niveau de la médecine du travail. Ça, c'est complètement indépendant de l'ALD, attention, ce n'est pas lié. C'est pas parce qu'on a une ALD 31 qu'on peut avoir la RQTH, ou à contrario, c'est pas parce qu'on ne l'a pas qu'on ne peut pas avoir la RQTH. C'est complètement à dissocier. Après, on peut très bien, via
son service ressources humaines, enfin en tout cas en interne dans les grandes entreprises, il y a des services handicap, etc., qui vont soit proposer des aménagements. Il y a aussi des entreprises qui se mobilisent, surtout les grandes entreprises qui commencent à prendre le sujet au sérieux parce que c'est quand même impactant pour l'entreprise, ça coûte cher. Donc quand on parle d'argent, tout de suite on se réveille. Voilà, mais tant mieux si c'est ça, moi ça me va aussi. Mais je sais que moi j'étais intervenue dans des entreprises sur des webinaires déjà pour sensibiliser les salariés, avec la médecine du travail aussi, et aussi pour discuter un peu de qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place de très simple, de très facile au sein de leur entreprise, et aussi leur expliquer la position d'une femme atteinte d'endométriose et surtout la crainte qu'on peut avoir d'être stigmatisée, que ça puisse nous coûter cher en termes de carrière, parce que j'ai eu 2 expériences professionnelles, une où clairement... Il y a Nawal qui dit « Je connais des boîtes qui mettent des femmes au placard pour moins que ça ». Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je dis que c'est hyper touchy. Ça dépend des entreprises et ça dépend de comment... Enfin, dans les grandes entreprises en général, aujourd'hui, ils commencent un peu à comprendre que on peut accompagner et ça ne pénalisera pas l'entreprise. Bien au contraire, ça rend les personnes beaucoup plus productives et efficaces. Il y a le Covid aussi qui a quand même bien changé les mentalités sur le télétravail. Et du coup, maintenant, on arrive à faire comprendre que du moment que vos collègues, ils ont les dossiers en temps et en heure, que vous l'ayez envoyé depuis chez vous en pilou-pilou, avec une bouillotte sur le ventre, ou à moitié roulé en boule dans votre bureau, bon, du moment que tout le monde l'a en temps et en heure, voilà. C'est quand même un avantage du Covid. Oui, mais alors, pour ma part, moi, j'avais déjà eu cet aménagement. Moi, j'avais déjà eu ma reconnaissance avant le Covid, parce que je travaille pour une grande entreprise dans l'immobilier, avec un super service RH. Mon manager était sensibilisé à la maladie, donc il l'a décelé tout seul, parce qu'il a vu que tous les mois, j'étais pliée avec ma bouillotte à mon bureau, et qu'il m'a dit est-ce que je peux te voir Tu n'aurais pas de l'endométriose par hasard C'est super bienveillant, c'est vous qui, et c'est lui qui vous l'a proposé. Ouais, et il m'a dit ok, donc si c'est ça, il faut absolument que tu ailles voir les RH, il faut que tu demandes un rendez-vous avec la médecine du travail, il faut que tu montes ton dossier RQTH, parce que RQTH veut dire salarié protégé aussi, ça veut dire aménagement de poste, ça veut dire... Alors on est sur le service public, on doit faire un peu de pédagogie, donc les étapes c'est quoi ? Les étapes, que vous pouvez expliquer c'est avoir un rendez-vous avec le médecin du travail. Vous souffrez d'endométriose, vous êtes au travail ? Demander un rendez-vous avec la médecine du travail, expliquer la pathologie au médecin du travail, demander à l'assistante sociale de la médecine du travail de monter le dossier si jamais on a du mal à le faire seul. Mais en général, je crois que c'est de toute façon obligatoire. Et voir avec son médecin traitant je crois qu'il y a un papier qu'il doit faire. Et après, c'est envoyé. La MDPH, donc, qui s'occupe d'attribuer les reconnaissances de qualité de travailleur handicapé, après vous envoie une réponse. Moi, personnellement, ça a mis moins de 2 mois. Voilà. Et après, on envoie ça au service RH. Et on demande un entretien pour savoir s'il y a des aménagements possibles. Si, par exemple, le poste, moi j'avais un poste hyper mobile où j'avais beaucoup de déplacements, on a quasiment arrêté mes déplacements, mais sur ma demande, hein, attention. Et après, derrière, j'avais un jour de télétravail et j'avais un jour off aussi. Donc ça se fait, c'est juste que les gens n'ont pas le parcours en tête. Mais la médecine du travail, et en plus la médecine du travail, il y a un vrai travail du gouvernement là-dessus pour faire en sorte que les médecins de la médecine du travail soient formés à l'endométriose. Ça fait partie de la stratégie nationale. Les infirmières scolaires, les médecins du travail, voilà, le plus de monde possible. Frédéric Perrotte, vous vouliez réagir ? Oui, vous voyez, c'est un chantier quand même, parce qu'en fait, c'est pas que le gynéco dans son coin qui doit connaître la maladie. C'est tout un ensemble d'acteurs. Et oui, d'abord parce que ça touche plein de monde, effectivement, une femme sur 10, parce que les symptômes, c'est pas toujours très simple, mais je répète que si on pose les bonnes questions, finalement, on a quand même les bonnes réponses et que quand même, on arrive à, en tout cas, le suspecter suffisamment parce qu'on va écouter et croire les patients, déjà de une. Et on en parle avec les infirmières scolaires, on en parle au boulot, on en parle avec son DRH. Et après, on n'est même pas obligé. Je veux dire, si les gens se disent « Ah ouais, c'est un problème, comment je fais ?» On est dans le plâtre, on trouve des solutions. On n'a pas besoin d'avoir un RQTH et forcément la LD non plus. Bien sûr. Mais c'est juste qu'il faut croire. Et c'est ça qui déconne un peu quand même. Et après aussi, c'est-à-dire qu'il y a
d'être dans la nuance, parce que évidemment qu'il y a des gens qui vont pas être super, oui, bon bah voilà, ça on le sait, et il n'y a pas que un peu partout on va dire, et après il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui vont avoir envie, il y a des gens qui vont avoir envie d'écouter, il y a des gens, donc il faut se raccrocher aux trucs positifs quoi, il faut se dire ah, c'est possible, on peut y arriver, on peut se faire entendre, il y a des bouquins qui existent, il y a des associations qui bossent là-dessus, et il y a la Fondation pour la recherche endométriose qui bosse aussi sur des sujets innovants pour faire avancer la recherche. Bon, l'État fait des trucs, mais on pourrait évidemment dire que c'est pas suffisant et que c'est un peu tardif, mais vaut mieux tard que jamais. Hein, mais c'est vrai que ça aurait pu être plus précoce, on va dire, hein, quel que soit le gouvernement d'ailleurs. Donc oui, bien sûr, et c'est moi je trouve, hein, en entendant vos histoires, mais c'est vachement la place de la femme. Quand même, je veux dire, bon. Et moi, je vois plein de pères venir avec leurs filles en parler. Et surtout, c'est les jeunes. Vous avez des douleurs de règles, ne restez pas avec ça. Plus vous allez garder vos douleurs de règles, endométriose ou pas, plus vous allez vous hypersensibiliser à la douleur et plus vous aurez mal. Et plus ce sera chronique, et plus ce sera compliqué. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, c'est quoi la différence entre l'endométriose et les règles douloureuses ? Ça, c'est pas la même chose. On peut avoir de l'endométriose et des règles douloureuses, et quelquefois, mais c'est plutôt rare, pas C'est des questions forcément qu'on pose ça. dans le chat. Mais en tout cas, on peut avoir des règles très douloureuses et pas d'endométriose. Oui, bien sûr, c'est possible. Et on peut avoir beaucoup d'endométriose et pas de douleur pendant ces règles. 5%. Ou on peut avoir un peu d'endométriose et pas de douleur non plus. Ouais. Mais vraiment, les règles douloureuses, vous voyez, c'est l'affiche qu'on voit, que j'adore, moi, les règles, c'est naturel, pas la douleur. Mais c'est pas la douleur, alors... C'est pas la même douleur. C'est pas côté à 3/10, je prends un Dafalgan et hop, 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 tout va bien. Non, c'est pas ça. C'est j'ai très mal, j'ai une douleur côté à 5/10, les antalgiques fonctionnent pas, j'ai pris du Dafalgan, j'ai pris de... Ça fonctionne pas, l'Antadis, je loupe l'école, je loupe le travail, je me brûle le ventre avec la bouillotte. Ça, c'est pas normal. Vous voyez, c'est pas la même chose. Donc, il y a des pros qui pensent qu'on met tout dans le même panier et que les douleurs de règles, c'est normal. Non. C'est pas la même douleur. Non. Il y a Kyle qui demande, j'ai ouï dire que les RQTH sont de plus en plus difficiles à obtenir, c'est vrai ? Non, c'est faux. C'est faux, d'autant plus avec la dernière circulaire autour de l'endométriose qui est sortie le 28 septembre. Je pense que ça sera beaucoup plus facile d'avoir une RQTH et une ALD 31. En tout cas, les objectifs de cette circulaire étaient très clairs. C'est de vraiment faire en sorte que le parcours de soins et la prise en charge des patientes atteintes d'endométriose soit facilité. Et je trouve, enfin nous, en tant qu'association de patientes, et moi personnellement, je trouve qu'en tout cas, la directive, elle est bonne. Maintenant, dans les faits, il faudra voir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les chiffres en termes d'attribution d'affection longue durée, on était de 7000 patientes sur tout le territoire, on est passé à 14 000. Donc on a fait un bond de 45%. Sauf que, ce que je disais juste avant, 14 000 personnes... Sachant qu'il y a à peu près 10% des endométrioses qui sont très handicapantes et très handicapantes pour la femme, 10% de 1,5 million, ça fait combien ? 150 000. 150 000. Donc 14 000 vs 150, on est encore loin du compte, mais il y a une vraie volonté, en tout cas sur le papier, de faire bouger les lignes. Donc nous, on essaie de rester positive. En tout cas, voilà. Il y a des lignes à voir si elles sont bougées finalement ou pas. On le souhaite fortement. Mais on est à 14 000 ALD sur le territoire. Aujourd'hui, on est loin des 150 000 potentielles patientes qui correspondent aux 10% des femmes atteintes d'endométriose qui ont une endométriose handicapante. Frédéric Perrault ? Oui, et les filières, parce que pour le coup, quand même, je me dis oui, vive les filières. Je parle de la filière, des filières qui naissent. Le but de la filière, c'est justement ça. C'est comment je fais un maillage du territoire pour que, grosso modo, chaque patiente qui soit à côté puisse trouver un professionnel de santé, je le dis au sens large, formé, sensibilisé. Je ne mets pas tout à fait le même mot derrière. Hein. Vous voyez, sensibiliser, c'est je m'intéresse, je sais regarder, je pose des bonnes questions. Puis après, je ne sais plus, je veux plus. Chacun fait ce qu'il veut, mais je sais orienter parce que je sais qu'il y a un annuaire dans les filières et que je vais aller regarder, que je vais dire à la patiente, bah tiens, là vous habitez là, vous allez pouvoir trouver un pro. Hein, mais après, si je veux vraiment, je suis très intéressée, voilà, je suis formée, je suis dans l'annuaire, je milite, je prends en charge, je vais me former encore, je vais passer vers mes dossiers, je vais les passer en réunion de concertation pluridisciplinaire dans les structures dites expertes et j'apprends. Vous voyez, donc ça sert à ça les filières. Et ça, c'est un super bon point. C'est comme je suis pas toute seule, je travaille en réseau.
j'ai plein d'amis, ça sert à ça. Et je peux orienter les patientes après qu'on voit en consultation. Parce que, évidemment, que moi, en tant que sage-femme, je ne sais pas tout. Hein. Je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas ostéopathe, je ne suis pas kiné. Bon, j'apprends la douleur et c'est passionnant, mais on ne peut pas tout savoir, c'est pas possible. Non, puis de toute façon, l'endométriose, c'est tellement multifactoriel, il y a tellement de choses à traiter que moi, j'ai toujours, il faut une équipe derrière soi. C'est une équipe complète. Et équipe amicale, familiale, les amis, aller sortir. Et le travail aussi, et parce boulot, que, comme vous disiez, on a aussi des collègues qui comprennent et qui disent « Palichonne, comme t'es, tu veux pas laisser la porte ouverte pour être sûr là, que tu fasses pas un malaise ?» Il y a Harakiri qui vient de nous rejoindre. Salut Harakiri. En 2023, on a quoi comme arsenal pour traiter l'endométriose ? Il n'y a pas d'arsenal tout fait dans le traitement de l'endométriose, vu qu'il y a autant d'endométriose voilà. que de femmes. Mais aujourd'hui, on va dire qu'il y a toute la partie hormonale, des traitements hormonaux via les médecins. Il faut juste un petit rappel, et ça c'est hyper important, il n'y a que 10% des endométrioses qui nécessitent une intervention chirurgicale. Mesdames, si jamais une opération vous est proposée comme ça par un gynécologue, je suis désolée, demandez un deuxième avis ou vérifiez que c'est pas sans RCP ou quelque chose. Mais ne vous laissez pas ouvrir le ventre sans RCP, sans en tout cas un deuxième avis ou sans réunion de concertation pluridisciplinaire. Parce que l'endométriose, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on ouvre un ventre atteint d'endométriose, on ne sait jamais trop sur quoi on tombe. Et parfois, on a besoin d'avoir un chirurgien digestif, un chirurgien... une opération à 4 mains. Exactement. D'autres spécialités. Et c'est hyper important de demander un deuxième avis avant de se laisser opérer. Et ça, il n'y a que 10% des endométrioses qui nécessitent. Et l'opération, c'est en dernier recours. C'est une fois qu'on a épuisé tous les autres tips qu'on peut avoir. Donc ça va être les traitements hormonaux, ça va être tout ce qui est TENS, etc. Ça va être le sport, l'alimentation, la kiné, l'ostéo, nutrition, quoi d'autre les antalgiques quand même aussi. Les antidouleurs. Mais je pense qu'effectivement, oui, toujours demander un deuxième avis, ne pas hésiter à poser plein de questions sur comment on opère, pourquoi effectivement on opère et on n'a pas recours à d'autres méthodes avant. Effectivement, une opération d'endométriose mal faite, ça peut très vite tourner à la tragédie. Donc effectivement, on n'y va pas la fleur au fusil. Donc ça, je le dis à chaque fois, vraiment, demander un deuxième avis, parce que parfois les chirurgies, pas toutes, mais avec le recul, il y a certains chirurgiens qui le disent aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'opère plus comme j'opérais parce que j'ai vu qu'à long terme, certaines de mes opérations n'ont pas amélioré la qualité de vie de ma patiente et au contraire l'ont aggravé. Donc je dis pas qu'il ne faut pas se faire opérer, je dis juste qu'il faut se faire opérer en toute conscience et en toute connaissance. Donc faites attention, on n'a qu'un corps, donc il faut en prendre soin. Voilà. Frédéric, je vous vois acquiescer franchement. Jamais en première intention une chirurgie. C'est ce que Nawal dit, deuxième avis pour tout acte chirurgical d'ailleurs. Oui, bien sûr. Oui. Et après, ça dépend, parce que on peut avoir un avis chirurgical où vous vous dites, ok, j'ai confiance, vous me dites, ça me plaît, je suis d'accord avec vous, vous n'allez pas forcément en voir 15 derrière, parce que là, le trou de la sécu, faut aussi quand même pas exagérer, quoi. Et après, si on n'a pas confiance, on n'est pas d'accord, évidemment, là, on va aller voir quelqu'un d'autre en se disant, j'ai été voir machin, je trouve que ce qu'il me dit, je comprends pas bien, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, ça paraît tout à fait logique, mais pareil, il faut jouer franc jeu. On a le droit de dire qu'on a été voir quelqu'un d'autre aussi avant, au contraire. Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est que quand on veut changer de téléphone, on passe une semaine sur tous les comparateurs. Par contre, quand il s'agit de se faire opérer, on n'ose pas demander un deuxième avis, alors que c'est notre corps, on s'en fout de notre téléphone à la limite. C'est pris en charge à quelle hauteur par la sécurité sociale, tout ça ? Ça dépend. Secteur 1, 100%, secteur 2, ça dépend. C'est pris en charge normalement. Donc. Voilà, il y a une case et ça dépasse les secteurs 2, bien sûr. Mais il y a quand même, il faut le savoir aussi, beaucoup de professionnels en secteur 1. Médecins généralistes, sages-femmes. On parle des opérations. Je pensais qu'on parlait des opérations. Les opérations, ça dépend aussi. Venir une clinique, vous allez avoir un dépassement et un hôpital public. C'est toujours la question des dépassements d'honoraires. Et c'est vrai que là, ça cogne, et surtout que la LDH joue pas forcément là-dessus. Non, donc, pas du tout. Donc généralement, ça peut être compliqué. Mais en fait, être malade chronique, c'est un sport de riche. Oui, ça coûte très très cher. Et avec ça, on a des difficultés à gravir les échelons professionnellement et donc à occuper les emplois qui rapportent. Donc c'est un peu le cercle vicieux. Mais parfois, il y a des exceptions.
moi, ça va très bien. J'ai un super poste à responsabilité. Je travaille, je gère mon endométriose, je fais du sport, tout va bien. Donc après, moi j'ai quand même été opérée 5 ou 6 fois. Donc c'est pour ça que je dis attention. Mais c'est aussi un message d'espoir que je veux envoyer. C'est-à-dire que tout n'est pas tout noir. À un moment donné, parfois c'est vraiment dark, mais il y a des associations de patientes, il y a des professionnels de santé bienveillants, il y a des patientes engagées, il y a plein de gens aujourd'hui qui ont ouvert un peu la parole et vous pouvez trouver de l'aide un peu partout, mais vous n'êtes pas seul. Voilà, on est toutes là et vous n'êtes pas seul. C'est le mot de la fin puisque je vois que l'heure tourne. Merci Marie-Agnès, merci Frédéric, merci Marie-Rose, merci à mes 3 invités d'avoir fait l'effort de venir jusqu'ici, jusqu'au 3e étage de la maison de la radio. Merci aussi à Pascal à la régie qui est à ma droite que vous ne voyez pas. Merci à Stéphanie qui est au 4e étage qui nous fait les visuels. Merci à Mathis à la programmation. On va se retrouver demain pour 2 heures de stream pour le grand stream du mardi midi de midi à 14h. Mathis, qu'est-ce qu'on a au programme demain ? Mathis qui programme l'émission. Oui, donc on se retrouve demain de midi à 14h pour une émission qui est consacrée donc aux attaques du Hamas en Israël, qui ont eu lieu donc là depuis samedi dernier. On a décidé vraiment de faire un peu une émission spéciale consacrée à ces attaques-là. Donc c'est demain de midi à 14h avec soit des personnes qui ont été correspondants là-bas dans le pays en Israël, mais également des chercheurs et des chercheuses. Donc c'est demain de midi à 14h si vous voulez en savoir plus. Merci Mathis. Pour ceux qui veulent revoir le stream, il est dispo dans 1 minute sur Twitch et sur la page replay de l'émission, sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Le talk de France Info, vous pouvez aussi le retrouver sur Discord pour poursuivre la discussion. Le lien va se retrouver séance tenante dans le chat. Pour ceux qui veulent réécouter le stream avec les oreilles, donc, vous retrouverez tout ça dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. Rendez-vous donc demain pour le grand stream du mardi midi, de midi à 14h. Pas vraiment de bonheur, mais bien sûr de bonne humeur. Bonne soirée à toutes et tous et à demain. Salut!